Vous êtes dans le 12-15, bienvenue. Voici les titres de ce journal. Dissolution en Guinée du Front National pour la défense de la Constitution par le gouvernement de transition avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Le FNDC a été le fer de lance de la contestation contre l'ancien président Alpha Condé et s'oppose depuis plusieurs mois à la junte au pouvoir. Le FNDC qui dénonce cette mesure maintient son appel à manifester le 17 août prochain. Une cinquantaine de terroristes présumés devant la justice libyenne. Tous avaient été fin 2016 arrêtés après la reprise par les forces armées loyalistes de Sirte, ancien bastion de l'État islamique. L'ouverture de ce procès lundi était attendue par les proches des victimes, mais l'attente va se prolonger car l'audience est ajournée au 25 septembre. La préservation du bassin du Congo, un enjeu africain mais aussi mondial. Cette immense forêt d'Afrique centrale, deuxième puits de carbone du monde, fait face à de multiples pressions, dont la déforestation. Gros plan à suivre dans ce journal. Le Rwanda, dernière étape de la tournée africaine d'Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain est à Kigali où il s'entretient ce jeudi avec le président rwandais Paul Kagame. Cette visite intervient au lendemain de son déplacement en République démocratique du Congo où les échanges avec les autorités congolaises ont largement porté sur le soutien apporté par le Rwanda au groupe rebelle du M23 qui opère à l'est de la République démocratique du Congo. Un soutien désormais documenté par un rapport des Nations Unies. C'est ainsi que la question est également au cœur des discussions entre le secrétaire d'État américain et le chef de l'État rwandais, entretien au cours duquel le cas de Paul Rusesabagina devrait aussi être évoqué. L'ancien directeur de l'hôtel des Mille Collines et opposant au président Paul Kagame, Paul Rusesabagina, qui dispose d'un statut de résident permanent aux États-Unis, purge depuis l'an dernier une peine de 25 ans de prison pour terrorisme. La famille de Paul Rusesabagina, qui se trouve aux États-Unis, dénonce son emprisonnement et exhorte l'administration américaine à un engagement direct afin de mettre fin à l'incarcération de Paul Rusesabagina, 68 ans, dont l'état de santé ne cesse de se dégrader. Le Front National pour la défense de la Constitution qui dénonce une gestion unilatérale de la transition par la junte au pouvoir en Guinée est dissous par un arrêt du gouvernement. Les généraux accusent la coalition d'avoir recours à des actions violentes. Cette décision intervient alors que le collectif, qui regroupe partis, syndicats et organisations de la société civile, préparait une nouvelle manifestation. L'opposition rejette et condamne cette dissolution, estimant qu'il s'agit d'un coup porté à la liberté et à la démocratie. Tchekomar Kamara. Le Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, au mouvement social vient d'être dissous par la junte. Créé en octobre 2019, ce mouvement qui avait pour vocation la défense de la Constitution de 2010 n'existe plus que de nom en République de Guinée. Au communiqué du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, les nouvelles autorités justifient cette dissolution par le fait que le FNDC s'est toujours illustré par les actes de violence sur des personnes, la dégradation et la destruction des biens publics et privés. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette décision, le CNRD est pris en flagrant délit de contradiction par rapport à son engagement du départ, par rapport à son discours du 5 septembre. Donc je pense que la décision du ministère de l'Administration est une décision liberticide qui porte atteinte très gravement aux libertés individuelles, aux libertés civiques. Autre argument brandi par le CNRD, les membres du Front auraient toujours posé des actes de haine ou de discrimination contre des personnes en raison de leur origine et idéologie. Le FNDC est également cité pour l'utilisation des réseaux sociaux comme outil de propagande pouvant dégénérer en extrémisme violent. La décision n'est pas de nature à garantir la paix, à créer un climat de stabilité et surtout à mettre tous les acteurs politiques autour de la table de dialogue parce qu'aujourd'hui, les recommandations du FNDC ou les exigences de ce mouvement qui vient d'être dissous, c'est plus de transparence dans le processus de transition, le dialogue politique et surtout l'ouverture d'un cadre de dialogue. Le CNRD considère que le FNDC ne figurait pas sur la liste des organisations non gouvernementales
ni sur la liste du collectif des associations, encore moins sur le répertoire des associations non gouvernementales agréées en Guinée. Une illégalité, selon le CNRD, met en péril la cohésion sociale et l'unité nationale. L'actualité, c'est aussi la visite ce mardi en Turquie du Premier ministre algérien Aymen Ben Abderrahmane, qui a été reçu par le président turc Recep Tayyip Erdogan en tant que représentant du chef de l'État Abdelmajid Tebboune à la cérémonie d'ouverture des Jeux de la solidarité islamique qui se tiennent à Konya. L'entretien entre le chef du gouvernement algérien et le dirigeant de la Turquie aurait porté sur le développement des relations bilatérales. Plusieurs domaines seraient concernés par cette volonté d'accentuer le partenariat entre les deux pays. Le procès en Libye de terroristes présumés de l'organisation État islamique ouvert ce lundi à Misrata est ajourné au 25 septembre. Une cinquantaine de terroristes présumés sur un total de 320 doivent comparaître, de nationalité libyenne, syrienne, soudanaise ou tunisienne. Les prévenus avaient été arrêtés et placés en détention. C'était en décembre 2016. Après la reprise par les forces loyalistes de la ville de Sirte, ville côtière qui se trouve à 450 km à l'est de la capitale Tripoli. C'est un sujet de la rédaction. 58 combattants de l'État islamique devant ce tribunal libyen de Misrata. Tous ont été arrêtés en décembre 2016, après la reprise par les forces armées libyennes de la ville de Sirte, qui avant la libération était passée aux mains des terroristes depuis juin 2015. En raison de la violence des combats et des attentes des victimes, les blessés pendant la bataille et les familles de ceux qui ont été tués ont pu assister à ce procès ouvert ce lundi 8 août. J'ai participé à l'opération de Bouniane Marsous et j'ai été blessé aux deux jambes. Je ne suis pas venu au tribunal pour une compensation financière ni un soutien moral. En tant que combattant blessé, nous exigeons des sanctions parce que tout l'argent du monde ne pourrait pas compenser nos blessures. Quant à moi, rien ne me ramènera mes jambes. La plupart des pertes loyalistes ont été causées par des mines, des engins explosifs improvisés et des snipers. Avant la victoire des forces du gouvernement d'union nationale en décembre 2016, la ville de Sirte était le premier bastion du groupe terroriste État islamique en dehors de la zone irako-syrienne. Placés dans ce box, les accusés de nationalité tunisienne, syrienne, soudanaise ou libyenne ont en face d'eux les familles des victimes et leurs avocats. Aujourd'hui, le 8 août, nous avons assisté au procès des combattants de l'État islamique. Nous avons déposé une plainte au nom des martyrs et des blessés de l'opération de Bouniane Marsous. Cette opération est illégale et de nombreuses accusations touchent les combattants, dont la punition pourrait aller jusqu'à l'exécution en vertu de la loi libyenne. Et c'est ce que demandent les familles des martyrs et ceux qui ont été blessés pendant la guerre. L'ouverture de ce procès était très attendue. Une attente qui va encore durer car l'audience est renvoyée au 25 septembre 2022. La création d'un fonds souverain pour gérer les revenus du gaz est en gestation au Mozambique. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le chef de l'État Philippe Nyusi, pour qui ce dispositif devrait permettre de garantir une gestion transparente des revenus tirés de l'exploitation de gaz, alors que le pays est en grande difficulté économique. Au Mozambique, de grands gisements de gaz naturel ont été découverts en 2010 dans la province de Cabo Delgado au nord du pays. Leur exploitation placerait le Mozambique parmi les 10 premiers exportateurs mondiaux d'hydrocarbures. Des jeunes scientifiques égyptiens, des étudiants de l'université américaine du Caire remportent le prestigieux concours de l'université Johns Hopkins. Ils ont développé un dispositif non invasif de surveillance de la glycémie. L'appareil, qui a remporté la première place du concours mondial d'innovation médicale, entend remplacer le glucomètre standard. Gladys Mamba.
C'est un dispositif de surveillance du glucose sanguin qui a le potentiel d'influencer la vie de 537 millions de diabétiques dans le monde. Glucoclip a réussi à obtenir la première place du concours de conception de soins de santé Johns Hopkins 2022 dans le domaine de la santé numérique, l'œuvre de 5 étudiants égyptiens de l'Université américaine du Caire. Cette année, 120 projets ont été soumis par 74 universités de 18 pays. Bien sûr, l'université Johns Hopkins est l'une des universités les plus prestigieuses, en particulier dans le domaine médical. Lorsque nous avons entendu parler du concours, nous avions déjà terminé notre appareil et nous avions un prototype. Nous avons immédiatement postulé et Dieu merci, nous avons réussi à être récompensés sur 120 équipes participant à la compétition. Ce projet a nécessité 1 an de travail et a été testé sur un échantillon de plus de 100 personnes en raison des difficultés liées à la pandémie de Covid-19. Glucoclip surveille la glycémie avec un haut niveau de précision, de manière non invasive. Fini les piqûres au doigt, l'appareil utilise la spectroscopie dans l'infrarouge proche et se connecte à une application mobile, permettant plus de facilité et de commodité dans la surveillance de la glycémie du patient. C'est comme l'oxymètre qui surveille les niveaux d'oxygène dans le sang. La personne qui veut vérifier les niveaux de glucose doit placer son doigt dans l'appareil et appuyer sur le bouton ou utiliser l'application qui est connectée à l'appareil via Bluetooth. Une fois que vous appuyez sur le bouton, l'appareil commence à vérifier les niveaux de glucose dans le sang, puis les chiffres sont affichés sur l'appareil et l'application. Sur l'application, vous pouvez vérifier les lectures passées et vérifier l'historique dans un graphique. S'il est commercialisé, ce prototype pourrait être bénéfique à l'Afrique, car selon l'Organisation mondiale de la santé, le continent africain devrait connaître la plus forte augmentation du nombre de cas de diabète dans le monde, pour passer de 24 millions de cas en 2021 à 55 millions en 2045. Les initiatives sont nombreuses pour préserver les forêts du bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. Le massif forestier du bassin du Congo représente un stock de CO2 équivalent à près de 10 ans d'émissions mondiales. La gestion durable de ces forêts est donc nécessaire pour préserver leur capacité à limiter le changement climatique. Mais en dépit des nombreuses initiatives lancées, les financements manquent toujours. Joël Ballot. Depuis 2020, l'Afrique aurait dû recevoir de la part des pays les plus riches 100 milliards de dollars annuels en faveur de la préservation du bassin du Congo, allié de poids dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cependant, l'Afrique n'a reçu que 70 à 80% tout au plus des sommes promises par les puissances occidentales. À l'aube de la fête nationale, le 15 août 2022, le gouvernement congolais s'interroge sur la priorité donnée au bassin du Congo par les responsables politiques, les scientifiques et les bailleurs de fonds. La République du Congo, qui œuvre à la préservation et à la gestion durable de ses écosystèmes forestiers, en appelle à la solidarité agissante des partenaires techniques et financiers, ainsi qu'au respect des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, à l'effet de préserver durablement ce patrimoine commun. Entre 2008 et 2017, le bassin du Congo n'a reçu que 11% des flux financiers internationaux destinés à la protection et à la gestion durable des forêts dans les zones tropicales. À la suite de la COP26 qui s'est tenue en 2021, les États se sont engagés pour la mise en place d'un fonds de 1,5 milliard de dollars sur 4 ans destiné à protéger le bassin du fleuve Congo. Lors de la COP26 à Glasgow, un financement de 1,5 milliard de dollars a été annoncé en soutien aux pays du bassin du Congo pour la protection des forêts, des tourbières, ainsi que d'autres réserves de carbone essentielles pour la planète. Selon la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, le bassin du Congo est une ressource essentielle pour la séquestration du carbone et la conservation de la diversité biologique. Dans une optique de développement durable, le gouvernement congolais insiste sur la richesse d'un capital naturel à protéger qui participe en retour au développement socio-économique de la région en général et du Congo en particulier. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur